السيد ناظر الشؤون الدينية. ممثل ناظر الشؤون الدينية، السيد ممثل ناظر الشؤون الدينية. الطالب خلوني مخلوف. معذرة سيدي، معذرة سيدي. ونتمنى لهم أن يشاركونا في كل مناسباتنا وأفراحنا. وأعيد الكلمة إلى السيد مدير المركز الجامعي. طالب ستيتي جنب تخلف معذرة. الطالب ستيتي مراد. الطالب ستيتي مراد. شكرا. وكما أشرت في المقدمة، إنه شرف عظيم للمركز الجامعي ولولاية كالما أن تحتضن ملحقة للوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي. هذه الملحقة عندها طابع جهوي، راح تشرف على تسيير ومتابعة برامج البحث العلمي، خاصة البرامج الوطنية اللي فيها لبروجي ناسيونال دو ريشيرش. راح تقرر إدارة البحث من الباحث. هذا يكون شرف كبير لنا أنه المركز الجامعي يحتضن ملحقة هذه الوكالة الوطنية. إذا بهذه المناسبة راح عفوا نسمحوا للضيوف اللي جاوا متأخرين يسانستال صح حقيقة مصر. راح نحضروا إلى مراسم تنصيب رئيس الملحقة للوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي. وقبل ذلك أوحي الكلمة للسيد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي. قبل تنصيب الممثل الملحقة على مستوى الشرق الجزائري، أود أن أنوه بكل تقدير واعتزاز أن تكون ثاني ملحقة للوكالة تنصب على المستوى الوطني، تنصب بالمركز الجامعي في نياماي 45 بمدينة كالما. بعد ملحقة الوكالة بالغرب الوطني أي بوهران. وهذا دليل على أن كما يقول المثال ممكن أن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. دليل أن ملحقة تابعة إلى جامعات كبرى لم تنصب بعد، وملحقة كالما التابعة إلى مركز جامعي تنصب في ثاني رتبة. وهذا دليل على نشاط وحيوية بدون مجاملة، وكذا إيمان المشرفين على هذا المركز بأهمية البحث العلمي ودور الجامعة ككل في المجتمع والتنمية الوطنية. فهم مشكورون على ذلك ولهم منا، وباسم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل الشكر وكل التقدير، وشكرا لكم مرة ثانية. بمراسم تنصيبه كرئيس لملحقة الوكالة الوطنية للبحث العلمي. Donc, à mon nom personnel et
au nom de tous les responsables et enseignants du centre, je souhaite la bienvenue à tous nos invités. Donc tout d'abord, étudiants, lauréats et majors de promotion dans les différentes disciplines, en leur souhaitant d'aller toujours vers l'avant pour réaliser d'autres succès. Mes sincères remerciements vont au professeur Mohamed Mounadja, directeur du centre universitaire de Guelma, et au professeur Saleh Draghi, directeur de l'ANDRU, pour la confiance qu'il m'accorde en me proposant comme directeur de l'annexe de l'ANDRU au niveau de notre centre universitaire. Donc, la création de cette annexe constitue un avantage pour notre centre universitaire qui se fera une réputation et deviendra à l'occasion un centre d'intérêt en matière de recherche pour les universités et les centres universitaires de la région de l'Est. Donc l'importance donnée à la recherche universitaire dans notre pays s'insère dans le cadre des importants changements qu'a connu l'université algérienne durant ces dernières années. Malgré que cette université est en pleine mutation, dans une conjoncture difficile, la recherche constitue toujours l'une des principales préoccupations des hauts responsables algériens, vu l'intérêt qu'ils accordent à travers la création de laboratoires de recherche et surtout l'argent qui débouche pour cette fin. Donc je suis confiant qu'un nouveau dynamisme se créera sans doute et un nouveau souffle sera donné à nos chercheurs qui seront motivés par leur soucieux du devenir de la recherche universitaire dans notre pays pour me donner un coup de main afin de contribuer ensemble à la construction de cet édifice en commençant par le mettre sur des rails solides. Je serai très honoré d'écouter leurs conseils et de profiter de leurs expériences dans le domaine de la recherche pour la promouvoir au sein de l'université algérienne. Donc pour terminer, j'espère que je serai à la hauteur de cette tâche qu'on vient de vous confier. Je suis sûr que je donnerai le maximum de moi pour promouvoir la recherche universitaire dans le cadre des activités de l'ANDRU. Je vous remercie. للطلبة المتفوقين في هذا الموسم متمنين النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية. فبهذه المناسبة أيضا أود أن أقول كلمة قصيرة حول أهداف سامية للانطلاق بالاقتصاد الوطني وببناء الدولة الجزائرية على أسس متينة، على أسس نابعة من طموحات وتطلعات الجماهير العريضة لهذا الشعب الكريم. فبالنسبة للتنسيقية الولائية للجمعيات المساندة Notre volonté, on est arrivé un peu en retard ce matin. On voulait bien être assez tôt ici pour pouvoir donc profiter du temps et avoir plus de possibilités pour la présentation de notre avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Avant de commencer, je voudrais me présenter, Louziane Mohamed, directeur général des hydrocarbures au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines.
Je représente Monsieur le ministre, il aurait bien souhaité participer, il y tient beaucoup à participer à toutes les conférences de présentation des différents projets de loi sur lesquels nous sommes en train de travailler, le projet hydrocarbures, le projet électricité et le projet, la loi minière est déjà passée au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, elle a été donc approuvée et adoptée. Il aurait souhaité participer, malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui il y a la réunion de l'OPEP à Vienne, donc occupée par d'autres missions. Je vais essayer donc de vous présenter le cadre dans lequel cet avant-projet de loi a été élaboré, un peu le plan de présentation. Nous allons voir comme premier point la situation actuelle, situation mondiale, régionale et locale. Deuxième aspect, les objectifs qui sont visés par cet avant-projet de loi, qui s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans un cadre général de réforme de l'économie nationale, d'une économie planifiée vers une économie de marché, qui a déjà été entamée il y a plus d'une décennie. Troisième aspect, c'est le plan d'action qui sous-entend l'avant-projet de loi. Et le quatrième aspect, c'est les principaux concepts. En ce qui concerne la situation internationale, il y a lieu de noter un peu les tendances mondiales actuellement. Qu'est-ce qu'on remarque depuis plus d'une décennie? Depuis la chute du mur de Berlin, les relations internationales ont changé. Nous les vivons quotidiennement, les changements qu'on a vécu, qu'on voit, les échanges internationaux en matière de commerce, les échanges en matière de finances, les investissements qui sont réalisés, il n'y a plus pratiquement de frontières. Oui, et on le constate au niveau de l'Europe, au niveau des pays d'Amérique, au niveau de l'Asie, le commerce prend une ample contrôle du déplacement des personnes. Mais tout ce qui concerne les échanges commerciaux, on assiste maintenant à l'évolution du email, du commerce par email, du électronique, où il y a des échanges de marchandises qui sont opérés, des échanges financiers qui étaient faits avant, en temps pratiquement réel, donc entre les pays des opérateurs. L'autre aspect important aussi, celui que nous vivons, c'est la démocratie. Les pays, tous les pays pratiquement du monde sont en train de revoir le système et d'aller vers le système démocratique, tant au plan politique qu'au plan des démocratiques. Et je parlais tout à l'heure du email, l'électronique est en train d'évoluer à une cadence. Et vous êtes des universitaires, donc vous le vivez peut-être plus que nous ou mieux que nous. Vous êtes plus proche de cette évolution, de ce développement. Dans notre domaine, si je reste dans les domaines des hydrocarbures, sur lesquels l'Algérie a un rôle important. L'UMA, l'Union du Maghreb arabe, malgré les difficultés que vit cette union, il reste que c'est une région qui doit être créée un jour ou l'autre. Une région où l'Algérie est un point central. L'Algérie a un rôle important à jouer dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe. Nous avons essayé de jouer ce rôle il y a plus d'une décennie, à la fin des années 80 et début 90. Malheureusement, vous suivez tout cela, un peu cette politique régionale, mais cela ne veut pas dire que ce n'est que remis à demain. Le monde arabe, aussi, le monde arabe est en train d'évoluer. Nous appartenons à ce monde arabe et l'Algérie a un rôle important à jouer dans ce monde arabe. Ce monde arabe aussi est en train d'évoluer au plan des réformes. Il y a beaucoup de pays qui ont mené leurs réformes. Les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, la Libye un peu moins, l'Égypte, les pays du Golfe n'en parlons pas. Donc c'est des pays qui sont déjà préparés à la nouvelle configuration, à la nouvelle conjoncture mondiale qui est en train de se dessiner, et nous allons en parler, toucher un mot tout à l'heure. L'Afrique, nous avons vécu au mois de juin 1999, là, le sommet au niveau d'Alger, le sommet de l'OUA, et nous avons vu un peu la position et le rôle de l'Algérie dans ce continent, ce rôle qui doit être préservé, qui doit être renforcé, parce que l'Algérie a besoin de l'Afrique pour son développement, pour son commerce, etc. L'autre aspect, l'Europe. Pourquoi l'Europe? Il est en face de nous. C'est notre marché naturel.
C'est notre marché naturel en matière d'énergie. Nous exportons la plus grosse partie de notre production en hydrocarbures vers l'Europe. Le gaz, nous sommes liés, en plus des GNL que nous exportons vers les pays de l'Europe, nous sommes liés par deux pipes, deux gazoducs, un à travers des compagnies qui avaient le monopole Gaz de France, qui avaient le monopole, maintenant sont en train de se restructurer pour se situer dans le nouvel contexte de non-monopole, donc d'un marché libre concurrentiel. Donc c'est une région que nous qui doit nous intéresser, à laquelle nous devons donc prêter attention dans notre développement, dans notre système, dans notre préparation. Le monde, la régionalisation dans le monde, étant donné ce que je disais tout à l'heure, les blocs économiques, blocs politiques, nous devons en tenir compte. Nous devons en tenir compte dans nos réformes, dans notre système de pensée, dans notre système économique que nous allons mettre en place vers l'économie de marché pour nous intégrer dans ce monde, dans ce marché mondial. Parce que si on ne s'intègre pas, si on n'a pas notre place, je pense que nous avons malheureusement vécu des événements, le chômage, 30% de chômage. Donc on a besoin d'investir, on a besoin de créer d'emplois, on a besoin de dynamiser l'économie. Et c'est donc par l'intermédiaire de l'investissement. Vous allez me dire, peut-être le secteur hydrocarbure n'est pas un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur capitalistique, comme disent les économistes. Oui, mais c'est un secteur moteur. Grâce à lui, on pourra donc avoir plus de rentrées, plus de ressources et pouvoir utiliser utilement ces ressources-là pour développer. Mais le développement de l'État, mais le développement aussi, c'est ce que l'objet même des différentes réformes, c'est permettre au secteur privé de jouer son rôle, d'investir là où il doit investir, là où il doit prendre le risque. L'État doit s'occuper de ses prérogatives et de ses missions. Le taux de chômage élevé, le niveau de la dette, nous avons vu, 30 milliards de dollars, il a baissé à 25 milliards de dollars actuellement, mais il reste quand même élevé. Il faut trouver un moyen pour réduire cette dette, pour être plus à l'aise, pour ne pas être mis sous pression. Et on verra le moyen, en ce qui concerne le secteur de l'énergie des mines, comment on peut donc éviter l'augmentation ou l'alourdissement de la dette. Les revenus aléatoires, nous l'avons vécu tous en tant que peuple algérien. Lorsque le prix du pétrole monte, tout le monde sourit. Lorsqu'il descend, tout le monde s'intéresse au prix. Les journaux, chacun. Pourquoi? Parce que les ressources de l'Algérie sont à 95% dépendent du prix du pétrole, des hydrocarbures. Donc s'il augmente, les recettes de l'État augmentent. S'il baisse, les recettes de l'État baissent. Et il est aléatoire. Donc il faut trouver un système qui permette de stabiliser, sinon d'améliorer. Combien de sociétés sont inscrites à la bourse d'Alger? Elles sont 4 ou 5. L'Eurasie, Riyad, Saïdal, ou je ne sais pas, la quatrième. Il n'y a pas de bourse en Algérie, pas de marché financier où les entreprises peuvent aller emprunter, développer, investir, etc. Donc il faut trouver un moyen pour créer ce marché financier. Le système bancaire obsolète, il est en train d'être aussi de connaître les mêmes réformes que nous sommes en train de mener un peu dans tous les secteurs, et ça, bien sûr, ça rentre dans le cadre de programme global du gouvernement qui a été donc adopté en 1999 et par les deux chambres. Au plan local toujours, un point important aussi à montrer. C'est elle qui régule l'activité économique. Ce n'est pas un État qu'on achète et en même temps elle négocie avec des sociétés étrangères sur un domaine minier qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'État. L'État lui donne juste un permis. Donc quand elle négocie, elle a un conflit. Est-ce qu'elle est représentante de l'État où il y a des impératifs, ou elle est une entreprise économique et commerciale où elle cherche son intérêt? Donc souvent, on a des difficultés. L'autre aspect aussi que je voudrais mentionner, en tant que représentant de l'État, elle fait le contrôle de ses contrats, de ses associés. Mais elle se contrôle elle-même. Est-ce qu'elle peut se contrôler elle-même? Non. Donc, c'est un point négatif ou un point faible qu'il faut donc prendre en charge et améliorer. Des subventions qui sont accordées. Je vous donne un chiffre. Les subventions dans le secteur de l'énergie dépassent le $1,5 milliard par an.
il est à peu près de 2 milliards, 3 milliards de dollars. Toute cette subvention va à l'ensemble. Elle n'est pas ciblée. Et Sonatrach, ou le secteur hydrocarbure, ne reçoit pas de la part de l'État, n'est pas payé en retour. On ne lui verse pas cette vente. Ça appartient à Sonatrach, et on va voir tout à l'heure. Ça appartient à Sonatrach et elle le gère comme on le veut. Seul propriétaire banque de données. Elle dispose de toute la banque de données qui est liée au domaine minier. Pour la promotion des blocs, pour la recherche, toutes les informations géologiques, géophysiques, les diagraphies, tout ce qui a été réalisé, elle se situe au niveau de Sonatrach parce que, comme on disait, elle joue le double rôle de représentant de l'État et d'entreprise publique. La faible exploration du domaine minier. Sonatrach, elle négocie les contrats de recherche avec les sociétés étrangères. Mais malheureusement, les équipes sont très réduites. Les négociations se font d'une manière telle qu'elles prennent du temps. Il y a des négociations qui durent 2 ans, 3 ans, pour aboutir à un contrat de recherche que vous lisez dans les journaux. Sonatrach a signé avec là un contrat d'exploration qui prévoit un investissement de 35, 25 millions, 30 millions de dollars, la réalisation de géophysique et de géologie et d'exploration. Là, ce qui fait le nombre de contrats auxquels on est arrivé ces derniers temps, c'est 2, 3 contrats par an. C'est peu, c'est très peu. Or, notre objectif, c'est d'atteindre au moins 10 contrats d'exploration par an. 10 contrats d'exploration, vous multipliez par 35 millions de dollars minimum, vous avez 350 millions de dollars investis par an en matière d'exploration. Nonobstant ce qui est fait par Sonatrach seul. Donc, un aspect. En n'explorant pas d'une certaine intensité, on laisse du pétrole sous terre qu'on n'a pas découvert. Donc, on laisse des réserves dormantes dont on a besoin. Voilà, ça vient, donc il faut produire, il faut augmenter les ressources. Donc on pourrait, en découvrant plus, augmenter nos ressources et investir plus. Il y a des aspects positifs. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Depuis la loi de 1986 qu'on avait amendée en 1991, les sociétés qui ont signé des contrats d'association avec Sonatrach, qui sont actuellement de 18, 19, avec autour de 31 contrats, ces sociétés ont pu découvrir pourquoi elles ont utilisé des techniques nouvelles, des technologies nouvelles que j'avais mentionnées tout à l'heure. Elles ont été dans le bassin de Berkir, là où il y a eu des découvertes, où il y a eu des recherches avant. Il n'y a pas eu de découverte. Mais comme elles sont venues avec une nouvelle approche, nouvelle technologie, nouvelle façon de réfléchir, d'interpréter, comme j'avais parlé tout à l'heure, le développement des techniques, des logiciels, donc elles ont pu découvrir. Elles ont déjà produit 25% de la production qu'on a de 2000, c'est à partir des contrats d'association. Ces contrats vont permettre de produire 50% en 2004. 50% de notre production va venir de ces contrats-là qui ont été permis par nous. Mais malheureusement, comme on disait tout à l'heure, le nombre de contrats a baissé, le rythme de recherche a baissé, donc on risque de le retrouver dans 10 ans, 15 ans après, dans la même situation. Donc il faut préparer pour répondre à l'objectif qu'on a vu, maintenir, augmenter les ressources de l'État, stabiliser et pour sur le long terme. Le transfert technologique qu'il y a eu, on a eu, à partir de ces contrats, de cette intervention de sociétés des énergies renouvelables, la création d'emplois et l'innovation de temps. On va créer l'emploi, mais on va aussi aider les autres à créer l'emploi. Le non-recours à la garantie de l'État, j'en avais parlé tout à l'heure, donc ne plus avoir recours à l'État, à cette garantie, et on a vu la dette qui a atteint 30 milliards, on a remboursé jusqu'à présent 60 milliards de dollars, maintenant à 25 milliards. Donc trouver un moyen pour que les entreprises qui financent à risque avec les banques, qui financent. Pourquoi Anadarko qui vient, société américaine, dit, elle fait de la recherche chez nous, elle découvre, elle va avec une banque, elle trouve un financement. Et Sonatrach, elle va à l'État, il faut que le ministre des Finances, et ça passe par le Conseil du gouvernement et le Conseil des ministres, tout l'État algérien s'engage pour dire, je garantis tel.
et son attaque met en balance son bilan pour se faire financer. Alors que les autres sociétés vont à la banque, la banque te parce qu'il a une garantie, il a un contrat. C'est ce que nous voulons appliquer. Donc ces objectifs sont confortés, comme je le disais, par le programme du gouvernement adopté par les deux chambres. Ces objectifs, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre? La mise en œuvre de ces objectifs nous permettra de mettre en place un système économique de marché, privé qui investit, entreprise nationale, les rôles sont bien déterminés, on se met un peu au niveau de tout ce qui se fait au plan international. Nous sommes en meilleure position de négocier avec l'OMC, nous sommes en train de négocier, mais on négocie en meilleure position. Avec l'Union européenne, partenariat, c'est en meilleure position. Parce que, qu'on le veuille ou pas, demain on nous obligera. Alors il vaut mieux nous doter d'armes modernes qui me gâchent les mêmes armes qu'eux et on se bagarre, plutôt que d'être toujours dans un système qui n'est pas celui qui est en train d'être mis en place dans le monde, et à ce moment-là, on va nous l'imposer. Le plan d'action, donc ça répond, je vais aller rapidement, ça reprend un peu les différences. La séparation des rôles de l'État de celui de l'entreprise publique, l'incitation de l'entreprise publique pour la recherche du partenariat et l'alliance dans ce contexte moderne pour avoir sa place, parce qu'on ne cherche pas son attaque aujourd'hui intervient en grande partie en Algérie, un peu au Yémen, vous avez entendu parler, on a pris un bloc, nous sommes en train de discuter pour avoir quelque chose en Irak, peut-être en Afrique, mais là, il faut voir le futur, avoir des réserves à l'extérieur de l'Algérie, donc intervenir, développer et acquérir la technologie et pouvoir la développer. L'encouragement de l'expertise nationale, ce que je disais, nationale, les bureaux d'études, l'expertise individuelle, parce qu'on va faire appel beaucoup à cette expertise, il faut qu'elle soit nationale si possible, au lieu de faire appel à des étrangers dans les différents travaux. L'adaptation institutionnelle, on va aller dans le détail, la mise en place d'une nouvelle organisation de l'État, du ministère et des entités, pour pouvoir permettre à l'État donc de jouer son rôle. La recherche de mécanismes de financement, donc pour ne pas avoir recours à la garantie de l'État. Pour ça, nous avons la loi, l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Quels sont le premier concept de cette loi? C'est que l'activité est ouverte à l'ensemble des investisseurs, privés, publics, nationaux, étrangers. Toute l'activité est ouverte à c'est-à-dire la recherche, la prospection, jusqu'à la commercialisation. Tout est ouvert à l'investissement. Bien sûr, dans le cadre de la loi. Sauf la distribution publique du gaz qui, elle est ouverte, mais elle est prise en compte par une autre loi, la loi sur l'électricité et la distribution publique de gaz. Deuxième concept, c'est conforter l'État dans son rôle de propriétaire du domaine minier et collecteur de la redevance. Comme vous avez trouvé les journaux, la loi anticonstitutionnelle. L'État est propriétaire du domaine minier. Il reste, et dans l'avant-projet de loi, l'article 2 rappelle ce concept, qui est l'article 17 de la Constitution, propriétaire du domaine minier. Les réserves sont propriétés de l'État, sauf quand ils sont produits. Quand ils sont produits, ils deviennent, comme les économistes, un acte de commerce, comme un produit commercial, et il appartient à l'investisseur. Mais avant d'être produit, la réserve appartient à lui. Le ministère sera chargé d'appliquer la politique des lois. Il réfléchit à la loi, il l'a fait soumettre aux instances politiques et économiques, elle est approuvée, il l'applique et il rédige, il élabore les règlements et les fait appliquer. Donc dans ce cas-là, il est mis en place 2 entités ou 2 agences qui vont aider le ministère à jouer ce rôle-là qu'on vient de mentionner. L'autre concept, c'est la libéralisation des prix et marges. Tous les prix des produits, que ce soit des hydrocarbures vendus en Algérie, du gaz, de produits pétroliers, va être libéralisé. Bien sûr, il y a un mécanisme. Ça ne va pas être fait d'une manière brutale. L'accès libre aux tiers du réseau de transport et de stockage. Là,
j'ai une canalisation qui est réalisée, donc je permets à tout producteur ou à tout utilisateur, client, d'utiliser le réseau de transport, qui va être, qu'il soit géré par Sonatrach, puisqu'on va le régulariser, que d'autres vont réaliser. Même pour les produits, les pipes de multiproduits. Par exemple, le pipe Skigda, raffinerie de Skigda, Balahel. Donc, c'est même les produits pétroliers. Un régime fiscal qui soit attractif. On a un régime fiscal qui est bon, mais actuellement, il y a une concurrence telle dans le monde des pays pétroliers qu'il faut avoir un régime qui soit attractif. Les pays africains sont en train de rentrer dans le devenir des pays producteurs, exportateurs. Vous avez entendu parler de la mer Caspienne, des pays où il y a la guerre de Tchétchénie, tout ça c'est à cause du pétrole. C'est la même chose. Ça va être des pays producteurs qui vont nous concurrencer. Les autres pays actuels de l'OPEP, la Libye, est en train d'ouvrir, de réformer, de revoir sa loi hydrocarbures. Les Séoudiens, les Koweïtiens. Donc il y a une concurrence féroce. Il faut donc trouver un système qui puisse nous permettre d'être bien placés pour pouvoir attirer les investisseurs. Les finances, ce n'est pas illimité. Cette manne financière qui peut être investie, elle est limitée, donc elle va là où il y a les meilleures conditions, là où il y a la transparence, là où l'investisseur il sait qu'est-ce qu'il investit, quel est le risque qu'il prend et qu'est-ce qu'il peut attendre comme résultat. On parlait tout à l'heure, donc il y a l'encouragement des zones isolées. Dans la région de Tindouf, par exemple, quand elle n'investit pas, au début elle ne participe pas à l'appel d'offres, c'est d'autres sociétés ou une société qui vont. Si la société ou les sociétés découvrent du pétrole ou du gaz, Sonatrach a le droit de prendre 25%, sans qu'elle ne prenne aucun risque. Donc pour cette toute nouvelle découverte qu'elle n'a pas faite elle, donc elle rentre 25%, elle paye le prix de la découverte. Nouvelle procédure de passation de contrat, très important. Après, je parlais tout à l'heure de transparence. Passation de contrat. Nous avons ouvert les prix et nous avons attribué les contrats séance tenante, devant tout le monde, à la télévision, vous avez dû le voir. Telle société, vous avez tel truc. Ça nous a demandé 4 mois. On a eu 3 contrats. Nous lançons actuellement, il y a 10 blocs que nous avons lancés. Nous espérons en avoir 5. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Et nous lançons un autre tout de suite après. Donc on arrive pour la première opération à peu près à 10 par an. Donc on multiplie le nombre de contrats. On multiplie la transparence. L'appel d'offres, tout le monde est informé. Tout ce qui se décide, le contrat est unique. Tout ce qui, je discute avec une société, il est à la connaissance de l'autre. Donc c'est transparent. Et l'ouverture, elle est transparente par microclimat. Au fur et à mesure, il y a un secrétaire là qui donne les informations au tableau. On sait chacun ce qu'il a proposé. Et séance tenante, on décide. Quel monsieur vous avez votre contrat? Vous l'avez pour les 1000, la même chose. Donc c'est la transparence très importante pour les sociétés, quand il y a une transparence. Il n'y a pas de moyen de jouer ou la libération des activités de transport et distribution, ça c'est libre. La mise en place, donc la séparation des rôles, comme je disais, assisté le ministère par 2 entités, une entité qu'on appelle l'entité de Canberra, Al-Naft, là j'ai trouvé un nom arabe, Al-Naft, et l'autorité de régulation qui, elle, va être chargée donc du contrôle technique. Ces 2 entités sont autonomes au plan de la gestion. Elles n'ont pas à recevoir d'instructions de l'administration. Le conseil d'administration décide en son âme et conscience en fonction des règles. Il n'a pas à interpréter, il applique les règles techniques, économiques, hygiène, sécurité et protection de l'environnement. Elles sont financées par un pourcentage de la redevance, parce que la redevance est payée à l'entité, elle paye 0,5% qu'elle retient. 10% sont versés au niveau des collectivités locales. 10% des redevances vont être versées à un fonds pour les collectivités locales qui vont, ce fonds-là va être réparti entre le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Énergie, puisque c'est lui qui verse, pour voir en fonction des wilayas, le développement des wilayas. La gestion souvent par un conseil d'administration, c'est tout à fait normal. Les missions
Donc là, Al-Naft va être une promotion et gestion du domaine minier, ce qu'on disait, tous les blocs. Donc gérer ces blocs sur le plan technique et économique. Elle signe les contrats, donc c'est elle le titulaire du titre minier, elle signe le contrat avec toutes les entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères. C'est elle le partenaire, le co-contractant. Elle collecte la redevance mensuellement, les sociétés payent la redevance sur la production. Elle gère la banque de données qu'elle met à disposition de tous les investisseurs par un système moderne, Internet. Nous avons déjà un site web et tout ce que je venais de dire est sur le site web. Donc, n'importe qui peut, de n'importe quel coin du monde, avoir accès au site web, avoir les informations qui ne sont pas confidentielles. Et maintenant, pour la promotion, quand il a besoin d'une information plus, il demande, elle est payante, elle lui est donnée, etc. Et ça, donc on met à disposition cette banque de données au niveau des investisseurs pour promouvoir et arriver à l'objectif dont j'avais mentionné tout à l'heure, de 10 contrats par an minimum, si ce n'est pas plus. Et on est sûr d'avoir un peu plus, d'après les réactions jusqu'à présent, alors que la loi n'est pas encore adoptée. Le suivi et gestion des contrats tout à fait normal, s'assurer de l'approvisionnement du marché national en gaz naturel, en coordination avec la commission de régulation de l'électricité et du gaz, parce que le marché national est important, on doit assurer qu'il sait qu'il est approvisionné par son Sonatrach qui fait actuellement, tout ce qui va venir après comme demande supplémentaire, et si on a des sociétés productrices de gaz, elles vont être obligées donc à participer à l'approvisionnement en gaz au prix du marché, suivant un règlement et réglementation qui sera mise en place. L'autorité de régulation qui est chargée donc, du contrôle, veiller au respect de la réglementation technique, d'hygiène, sécurité et de la protection de l'environnement. Elle étudie les demandes d'attribution des concessions pour le transport et le stockage, transport par canalisation. Donc tout investisseur fait une demande, on lui donne après étude c'est le monopole naturel. Ils sont en même temps opérateurs. Il a fallu qu'on intervienne pour mettre un holà et lui permettre d'avoir l'accès, d'être approvisionné, proximité, etc. Et de réalisation des canalisations. L'entreprise nationale Sonatrach, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bon, c'est clair que qu'elle va privatiser, qu'elle va, je ne sais pas quoi. Voilà. En tant que producteur principal, qu'on a vu, propriétaire majorité des permis d'exploration actuellement, pourra participer à toute découverte, qu'on l'avait dit. Donc elle peut être présente partout. Hein. Entreprise qui sera traitée au même niveau, sur le même pied d'égalité que tout investisseur. Elle n'aura plus le rôle de l'État, la casquette de l'État. Donc elle n'a plus cette préoccupation. Elle ne va plus réfléchir qu'on a les revenus de l'État ont été touchés ou quoi. Elle s'occupe de son intérêt en tant qu'entreprise. Elle aura des contrats